Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, vous le savez, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec l'ami Alix Nguyen. Alix Nguyen, s'il vous plaît. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais. Tu te souviens du nom de tes profs, toi, à l'époque, ou pas? Les plus sympas, ouais. Ah. Les autres, je les ai occultés Tu peux complètement. en citer un? C'est qui le plus sympa? Non, c'est Oui, horrible. oui, je t'ai pris au débeauté comme ça. Non, mais en fait, du coup, c'est la pire qui me revient. Ah bah c'est classique. C'est Ouais. qui la pire? Madame Laguerre. Madame Laguerre? Ouais, prof de maths. Ah, prof de maths, décidément. Moi, c'était Madame... C'est horrible. C'était Madame Sauvage. Elle me voit, j'assume pas du tout. Madame Sauvage, c'était terrible. Mais j'ai progressé Bah, grâce tu vois, à les elle. noms, Et je la quand même, remercie. en 10 ans, quoi. Oui, tout comme Madame Épée, que j'embrasse, prof d'histoire, je l'adorais. Allez, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. Demain, c'est le 5 octobre, toujours une date à part forcément sur la chaîne School TV. C'est la journée mondiale des profs, avec pour thème cette année, valoriser la voix des enseignants. Oui, mais comment? On se pose la question dans un instant avec notre invité, avec justement un professeur, un prof qui a choisi de raconter l'école après la classe. De plus en plus d'enseignants utilisent les réseaux sociaux pour parler de ce qu'ils vivent au quotidien, pour établir certaines vérités, c'est important, et penser, parler, débattre aussi avec leur audience de votre école, de vos enfants et forcément de tous ces futurs citoyens. Et puis, ma chère Alix, il y a une loupe. Oui, et je vous parle d'un autre professeur qui se fait appeler Monsieur Prof, qui cartonne sur les réseaux sociaux. Et lui aussi vient de publier un ouvrage qui s'appelle Let's Speak English. Let's speak English. Là-haut. J'ai bien compris que c'était pas Madame Laguerre Non, c'était pas Madame Laguerre. qu'on embrasse. Bonjour Mohamedou. Bonjour. Comment ça va? J'ai toujours rêvé, moi, de dire salut à un prof, j'ai jamais pu. J'ai envie de dire salut Mohamedou. Salut Fab. On est très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Plaisir. J'allais dire entre cette très belle journée, c'est demain, mais bon, pour nous, c'est tous les jours, au final, la journée mondiale des professeurs, des enseignants. Alors, tu es professeur des écoles, Absolument. créateur du compte Instagram et TikTok Balance pour la Balance, auteur de Mohamedou le prof, 50 histoires vécues, 50 histoires vraies. Et il y en a des très drôles. Et je précise que c'est aux éditions Hachette. Est-ce que tu as eu une rentrée, toi? Parce que toi, tu es professeur remplaçant, c'est ça? C'est hein? ça. Ouais. C'est ça. Oui, j'ai eu une rentrée. Ah oui, oui. Cette année. Et comment ça se passe, la rentrée? Bah écoute, pour moi. Déjà, tu es content quand tu es une rentrée, j'imagine, quand tu es prof oui, remplaçant? oui, oui. Je suis content de retrouver les collègues, je suis content de retrouver l'école, de retrouver les élèves, bien entendu, et d'être immergé dans ce bain-là. Pour moi, ça s'est passé différemment des années précédentes parce que j'ai été mis en poste très très rapidement, immédiatement en fait, alors que les années précédentes par rapport à la spécificité du poste que j'occupe là, parce que même au sein du groupe des remplaçants, il y a différentes réalités en fait. Cette année, je ne suis censé remplacer que entre guillemets, les enseignants qui sont en formation. D'accord. On a certaines formations qui sont toujours sur le temps scolaire. Ah oui. Mais vu la pénurie sujet, d'enseignants sur le terrain, absolument, vu la pénurie d'enseignants sur le terrain, j'ai été amené très très vite, dès la première journée en réalité, à aller sur le terrain. Voilà, donc ça a changé un peu mon calendrier, mais finalement c'est comme tout. Et tu enseignes auprès d'élèves de quelle classe? Sur toute l'école primaire, c'est-à-dire D'accord. la maternelle et l'élémentaire, pour les élèves de petite section jusqu'aux élèves de CM2. Voilà. D'accord. J'ai eu, depuis le début de l'année, tous les élèves depuis... Déjà? Ouais, déjà, sur tous ces niveaux-là. Wow. Cette journée mondiale pour toi, on va faire rapidement effectivement sur cette journée mondiale des enseignants, pour toi c'est anecdotique ou c'est ô combien important? C'est entre les deux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est important, c'est comme toutes les autres journées qui peuvent exister, journée de la femme, mais ça dénote peut-être d'un système où justement, eh bien, on n'en parle pas assez tous les jours, à tel point qu'on a besoin de mettre une journée sur la table. Sanctuariser une journée. Exactement, exactement. Le jour où peut-être on n'aura plus besoin de parler de la journée des enseignants, comme le jour où on n'aura plus à parler de la journée de la femme, c'est peut-être que les enseignants auront une place différente dans notre société, qui est peut-être la leur, et cette journée-là ne passera plus comme une journée peut-être de revendication, parce que du côté des enseignants, je pense qu'on a toujours des choses à dire sur notre métier. On va parler bien sûr de ton compte Balance pour la Balance. J'ai pas revérifié, plus de 150 000 abonnés. Oui, 160 000 à peu près là. Pardon, j'en ai enlevé 10. Tu vois, mais je voulais pas 160 000 abonnés. Ouais. Et ça donne ça, en contenu. Pour faire comprendre l'importance de ces pronoms, je leur brode une petite histoire. Alice est une petite fille de votre âge qui vit avec ses parents. Le matin, lorsqu'Alice se réveille, Alice fait sa toilette. Puis Alice s'habille avant d'aller à l'école. Très vite, les enfants me font « Maître, il y a quelque chose qui va pas là. Vous avez dit Alice trop de fois. On pourrait dire autre chose à la place d'Alice. » Ah bon? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Elle, bingo. Alors
Très vite, on en arrive à parler des différents pronoms personnels qui existent et surtout de ceux et celles qu'ils désignent. Et là, on se rend compte qu'au pluriel, le « il » avec un S désigne un groupe de garçons, que le « elle » avec un S désigne un groupe de filles. On en vient à parler de l'éventualité où un groupe de garçons et de filles se retrouvent ensemble. Ma charge de leur expliquer que dans la langue française, c'est le « il » avec un S qui, pour l'instant, s'est imposé. Et une élève de ma classe qui démarre. « Mais maître, c'est pas normal, c'est comme si les filles, elles n'existaient pas. » Et un des élèves de la classe qui répond tout naturellement. S'il y a des garçons et des filles, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir un des deux pronoms? On pourrait juste mélanger le pronom des garçons et le pronom des filles. Par exemple, on pourrait prendre le « il » du masculin, rajouter un deuxième « l » et un « e » du féminin, et mettre un « s » à la fin pour la marque du pluriel. Bref, du haut de ses 7 ans, il venait de mettre à l'amende des siècles de règles orthographiques misogynes. Trop fort. Voilà, encore extrait d'un des nombreux contenus, effectivement, dans de nombreux posts. Balance pour la balance. Balance pour la balance, c'est un ton, un style. Beaucoup de coulisses après la classe. Il est né comment, ce conte? Il est né pendant le confinement parce que j'ai cru... Oui, comme Merci beaucoup, au confinement, comme beaucoup de... Voilà, il y a certains aspects qui sont positifs. Ouais. Et oui, en l'occurrence, en fait, à ce moment-là, nous, on était dans une situation, nous, les enseignants, on était dans une situation où il fallait apporter ce qu'on appelait de la continuité pédagogique. C'est-à-dire qu'on était confinés comme tout le monde, mais ça ne veut pas dire que l'école s'arrêtait. Il fallait continuer à échanger avec les familles, proposer des activités, des contenus scolaires. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, en échangeant avec les parents, parce qu'on était amenés à échanger beaucoup plus fréquemment, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait des informations, en fait, qu'ils n'avaient pas. Et je trouvais ça un peu... Quel type d'informations, par exemple? Tout un tas d'informations, des questionnements que les élèves pouvaient avoir en classe, en fait. Alors, est-ce que j'ai des exemples concrets? Dans le livre, il y en a plein. Mais en fait, je me suis dit, bon, ce qui se passe, ce dont j'ai l'impression en tout cas, c'est que les portes de l'école se referment, à tel point que des choses que parfois les parents ont vécues lorsque eux-mêmes étaient à l'école, et les ont totalement occultées, en fait. Et pourtant, vu que c'est un système, le système scolaire, eh bien en fait les situations se répètent. Donc en fait on se retrouve à revivre les mêmes choses. Alors pourquoi pas en parler, essayer de décloisonner un peu ma pratique, ma classe, l'école, pour rendre cela un peu moins opaque. Pour être très honnête, les parents, ils ont peur, même s'ils l'ont vécu 30 ou 40 ans avant, que ce qu'ils ont vécu, parce que parfois ça a été compliqué pour eux, Absolument. que leurs enfants le revivent. Absolument. Et pour moi, c'était un moyen non seulement de les mettre au courant de ce qui s'y passait, mais aussi un moyen d'échanger. Parce que je n'ai pas la prétention, en fait, d'avoir la solution pour toutes les situations que je rencontre. Alors oui, je suis un professionnel de l'éducation, mais chacune à sa manière est aussi expert de sa propre expérience, en fait. Et je trouve ça intéressant d'échanger avec les parents autour de situations qui nous réunissent tous, parce que c'est la situation de leurs enfants. Nous, ce sont nos élèves. Mais ce sont d'abord les enfants des parents qui nous les confient, en fait, les enfants de la nation. Donc je trouve ça intéressant, en fait. Alors on ne parle pas de tout, il y a toujours un secret professionnel sur certaines situations, mais de manière générale, être tous réunis autour de la table, je pense que c'est ça qui fait communauté éducative, en fait, autour des enfants que l'on a dans nos écoles. Et est-ce que c'est aussi une façon de porter un autre regard sur le métier de professeur? C'était pas à la base une revendication. Franchement, honnêtement, je n'ai pas ouvert le compte pour ça, parce que je ne me considère pas comme étant un représentant de l'institution. Alors oui, sur les comptes, je prends la parole en tant qu'enseignant, mais je suis bien conscient qu'au sein de ce métier, la majorité des enseignants ne me ressemblent pas, en fait. J'occupe un métier dans lequel 80-90% des professeurs sont des femmes. Je ne suis pas une femme. Dans lequel beaucoup des personnels ne sont pas noirs. Je suis noir. Et je ne vais pas faire comme si, d'un coup, je pouvais être légitimement le représentant de cette institution, parce que, tout simplement, l'institution ne me ressemble pas à cet égard-là. Voilà. Donc, je suis moi-même, je suis enseignant, et c'est en ma parole que je prends... Mais vous, à titre personnel, vous trouvez que c'est un métier qui est mal représenté? Mal, c'est peut-être un grand mot. En tout cas, c'est un métier qui, je trouve, n'est pas représenté de manière juste. Voilà, on a l'impression que c'est un espèce de bloc monolithique, qu'on est tous semblables au cœur de ce métier-là. Alors oui, on est fonctionnaire, en fait, on occupe une fonction particulière, mais il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas là pour fonctionner, on est là pour faire fonctionner. C'est l'humain avant tout qui fait fonctionner la machine, en fait. Et j'ai l'impression que parfois on veut peut-être faire paraître que non, il n'y a que la machine qui prime. Non, la machine sans humain derrière n'est pas une machine qui fonctionne. Voilà, donc moi, ma revendication, si jamais c'en est une, c'est peut-être juste de remettre l'humain au centre de tout ça. Voilà. Dans quelle mesure il était important de rétablir certaines vérités, justement, en produisant tous ces contenus? Plus de 160 000 abonnés, on l'a dit. C'est quoi ces contre-vérités ou ces inexactitudes ou ces fausses vérités concernant les profs aujourd'hui? L'enjeu, pour moi, est sociétal.
Aujourd'hui, on est réunis autour de cette table, et en fait, si on veut avoir une conversation qui soit constructive, on a tout intérêt à se dire les choses au plus près de la réalité, à se raconter la réalité ou quelque chose qui s'y apparente en tout cas. Donc il y a, je crois, aucun intérêt à essayer de, peut-être pas maquiller, mais en tout cas dissimuler certaines informations qui n'ont pas à l'être, parce que... Il faut juste trouver la bonne façon d'en parler. Absolument, d'une manière diplomatique. Avec de l'humour, on l'a vu. L'humour, ça passe toujours, hein, j'ai l'impression. Ça passe toujours mieux. Ça passe toujours mieux. Mais oui, l'enjeu, il est là, en fait, c'est de rester au plus près de la réalité pour ensuite essayer d'apporter des solutions qui soient le plus concret possible. Voilà. Je sais que parfois, ça peut être sollicitant, hein, c'est pas forcément facile, mais c'est ce à quoi j'aspire. Lorsque dans d'autres milieux, je vais prendre le milieu hospitalier parce que c'est celui où c'est le plus frappant, les médecins n'ont pas à charge, même lorsque parfois ils ont des diagnostics qui sont très très difficiles à annoncer, ils n'ont pas pour mission de mentir à leurs patients. Ils ont pour mission d'apporter les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, avec de la diplomatie. Voilà. Si jamais il y a de la diplomatie, a priori, on peut tout se dire. Et moi, mon credo, c'est celui-là. Essayer de parler en restant au plus près de la réalité. Et vous arrivez à savoir qui vous suit sur votre compte, du coup? Est-ce qu'il y a des professeurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de parents? Il y a des élèves? Il y a pas des élèves, parce que mes élèves sont jeunes. Lorsque j'ai commencé il y a 8 ans, les premiers élèves que j'avais étaient en CE1. Donc là, oui, ils commencent à être en âge d'être sur le réseau. Quelques-uns m'ont retrouvé. Alors j'ai changé, donc ils se demandent si c'est vraiment moi, mais voilà, ça reste très gentil. Sinon, ce sont plus des parents, mais pas seulement. Ce sont des curieux autour du monde de l'école et de l'éducation. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y a de tous âges. Il y a certains enseignants, mais ils ne sont pas du tout majoritaires sur le compte. Et en fait, j'aime bien parce que ça représente, je trouve, la société dans laquelle on vit. En fait, il y a un peu de tout. Voilà, des retours que j'en ai, c'est un peu tout le monde qui me suit. Et comment se passe le processus pour la création des postes? Est-ce que justement c'est une des histoires, des situations que vous avez vécues avec telle ou telle surprise, telle ou telle remarque d'un élève, ou ça émane d'une demande, pourquoi pas, sur le réseau social avec un message? Non, personne ne me demande quoi que ce soit. Vraiment, c'est moi qui choisis et qui monte de A à Z. Et c'est toujours en partant de situations réelles, en fait. Voilà, je vais prendre des questionnements ou des remarques d'élèves, comme sur l'extrait que vous avez donné là, des situations de classe qui interrogent, en fait, et qui parfois pour nous semblent anodines. On oublie une chose, je crois, c'est que nous, en tant que professionnels de l'éducation, et peut-être en tant que parents aussi, qui avons été dans ces institutions, mais il y a des situations qui nous semblent absolument normales, en fait, parce qu'on les a traversées maintes et maintes fois. Mais pour les élèves qu'on a, un élève de CP, tout ce qu'on fait, c'est la première fois qu'il le fait en CP, en fait. Ouais. Un élève de CE1, tout ce qu'il fait, c'est la première fois qu'il le fait en CE1. Pour nous, c'est facile parce qu'on l'a déjà vu et revu. Mais pour lui, c'est sa première fois. Et je trouve ça intéressant parce que quand c'est la première fois qu'on pose un regard sur quelque chose, eh bien, on a nécessairement des questionnements, en fait, qui détonnent pour nous parce qu'encore une fois, on a l'habitude, mais qui pour eux sont absolument naturels. Et je trouve ça intéressant. Hop, c'est arrivé devant moi, mais de vous les livrer aussi pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans la classe parce que finalement, ce sont vos enfants. Alors, vos enfants de chair ou vos enfants de cœur parce que c'est la nation dans laquelle nous sommes toutes et tous. Voilà. Et tu abordes le sujet des discriminations dans tes postes? Absolument. Absolument, parce que ça arrive aussi à l'école en fait. Les discriminations sont un sujet qui est sociétal et l'école est dans la société. Par définition, les discriminations arrivent à l'école. Les violences sexistes, sexuelles aussi. Absolument. Tu parlais de l'association de 1000 mètres, de Maëlan, qu'on a reçu effectivement sur ce plateau et qui a donc encore poussé le curseur un peu plus loin, elle qui intervient, elle est auteure, compositrice, actrice également, et c'est vrai qu'elle a poussé encore le curseur un petit peu plus loin en créant cette association 1000 mètres. On aura à cœur de l'accueillir une nouvelle fois. J'aimerais bien qu'on voit un autre extrait. Moi, je suis très fan effectivement de ce conte. Ça donne ça. Maître, dites-moi, j'ai une question. Oui. Pourquoi lorsqu'il y a du sucre dans quelque chose, on dit qu'on l'a sucré, et lorsqu'il y a du sel dans quelque chose, on ne dit pas qu'on l'a scellé? Et puis c'est une très très bonne question ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a Tu vas me dire que tu l'as jamais fait toi non plus? T'as jamais retourné sa question à un élève lorsque tu connaissais pas la réponse à la question? Mytho, va. C'est le regard qu'on fait en classe parfois. Absolument. Voilà, ça me fait rire parce que je pensais qu'on m'avait tout fait, mais celle-là. Ça me fait rire parce que c'est une vidéo que j'avais pas vue depuis longtemps en fait. Ouais. Mais effectivement, je pense que là, c'est quelque chose où non seulement les enseignants se retrouvent, mais les parents aussi, ou tous ceux qui ont été au contact d'enfants. Parfois, on nous pose des questions pour lesquelles on n'a pas les réponses en fait. On les a pas immédiatement et ça demande de mettre à distance un petit moment pour aller chercher les réponses. On fait comme les politiques, on gagne du temps, on fait un peu de langue de bois. C'est pas de langue de bois. Une petite pirouette. Là, j'en parle sur le ton de l'humour, mais dans la réalité, c'est des moments de solitude quand même. C'est des petits moments de solitude qui nous renvoient à notre vulnérabilité au sein même de notre fonction, parce que on est, je crois, la société nous regarde en disant voilà,
tu es enseignant, Ouais. tu es censé avoir les réponses. Non, j'ai pas les réponses pour tout. Et c'est aussi c'est une marque de modestie, en fait, ça nous ramène une certaine humilité de pouvoir se dire parfois, ah non, c'est un enfant de 5-6 ans qui m'a posé une question, mais il m'a mis dans le dur parce que non, j'ai pas la Et réponse. c'est ça la méthode universelle, du coup, quand on sait pas, c'est de retourner la question? Non, là je le fais sur ton humour. Dans la réalité, je le fais pas comme ça. Je suis capable de dire, et bon nombre d'enseignants, je crois, sont capables de dire, franchement, j'ai pas la réponse. Viens, on va la chercher ensemble, parce que c'est intéressant, tu vois. Voilà, il faut être capable de se dire, non, on n'a pas toutes les réponses tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas là. Elles sont à disposition, et si jamais elles le sont, on va juste apprendre à les chercher ensemble. Et ça aussi, c'est un apprentissage, parce que l'école, c'est pas juste là pour apprendre aux enfants, c'est plutôt pour leur apprendre à apprendre. Si tu es capable de chercher une information tout seul, peu importe après, que ce soit des sciences, de l'histoire, du français, hop, la porte est ouverte, en fait. Donc c'est important de rentrer dans ces processus-là. Donc non, il faut être capable de se dire... en toute franchise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et parfois, ça m'arrive, je dis, je ne sais pas. Tu dis défendre une approche universaliste. C'est quoi? Universaliste dans le sens où j'admets que tout le monde est différent. Voilà, tout le monde est différent. On parle d'universalisme aujourd'hui parce que parfois, certains m'ont dit, oui, mais justement, on parle d'universalisme républicain. Moi, je me dis, mais ce terme, il est curieux. Pour moi, il est antinomique. Pour moi, c'est un oxymore, en fait. S'il est universel, il n'y a pas besoin d'ajouter un adjectif juste à côté. S'il est républicain, c'est déjà qu'il n'est pas universel, parce qu'il ne s'applique qu'à l'espace républicain. Mon universalisme, c'est pas juste le mien, en fait, celui de plein de personnes. Il est juste universel. C'est de dire, écoute, on est différents, je le vois, tu le vois, on le sent. Bon, on va pas faire comme si c'était pas le cas, en fait. Voilà, ta réalité, c'est pas nécessairement la mienne. Aujourd'hui, lorsque je suis noir, lorsque je suis un homme, lorsque tu es une femme, lorsque même au niveau de l'âge, mais en fait, nos réalités ne sont pas les mêmes. Et la société dans laquelle on vit nous renvoie à des situations qui ne sont pas les mêmes. Donc, dire qu'on est universel, c'est dire on va reconnaître cette pluralité de situations et de réalités, et on va essayer d'avancer ensemble. Et c'est comme ça qu'on aborde justement cette notion importante du vivre ensemble? Pour moi, oui. Qui est inculquée dès la maternelle, au final. Absolument. Absolument. En disant, justement, on reconnaît que on n'est pas tous les mêmes et qu'on ne peut pas. Ce serait franchement... Parfois, on se le dit avec les enfants en classe. Ouais. Ce serait franchement ennuyant si on était tous pareils. Vous imaginez si tous les enfants, vous aviez mon visage à moi, vous aviez ma voix à moi, mon cerveau à moi, on dirait la même chose en même temps. Ce serait très très drôle. Alors oui, bon, 2 jours, ils sont morts de rire, mais ensuite ils se rendent bien compte que ça n'aurait pas grand intérêt. Voilà. Donc, dans quelle mesure l'école est un laboratoire social? C'est un laboratoire social justement parce qu'il y a cette notion de vivre ensemble. On prend des individus qui sont foncièrement différents et on les pose dans un espace ensemble en disant à partir de tel âge, en l'occurrence 3 ans, l'instruction est obligatoire. Alors on sait bien que ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être au sein de l'école, mais dans la société dans laquelle on vit, l'instruction est... comment dire? Elle est enseignée à l'école en fait. Voilà. Donc on met les enfants à l'école alors qu'ils sont différents, et ça devient un laboratoire social dans le sens où il y a juste à s'asseoir et à regarder pour voir que les interactions vont se mettre en place, et de la même manière que certaines dynamiques se mettent en place en dehors de l'école, eh bien, ces individus qui proviennent de ces espaces-là vont mettre en place au sein de l'école et des classes ces mêmes dynamiques. Alors nous, après, je pense notre mission, c'est d'accompagner au mieux ces situations pour qu'on ne dépasse pas un certain cadre. Le cadre, c'est justement le cadre qui permet de nous maintenir ensemble et d'aller dans la même direction. Parce qu'encore une fois, ces enfants, à terme, seront à nos places un jour, en fait. Il y aura... Enfin, comment dire ça, ils vont grandir et en fait la société sera la leur, ce seront eux la force de ce pays-là. Donc il faut faire en sorte que dès le plus jeune âge, eh bien, ce tissu qui peut les maintenir ensemble soit le plus ferme possible. Et ça, je crois que ça passe par le fait justement de reconnaître qu'il va y avoir parfois des situations sollicitantes, des situations de désaccord, parce que les gens sont foncièrement différents. La formation de futurs citoyens éclairés, et on parlera également de la formation des profs. Éternel débat, éternel questionnement dans un instant, juste après la loupe, parce que le temps défile quand on parle avec un professeur, un enseignant. Toujours. Oui, je te laisse prendre tes fiches, ma chère Alix. C'est parti pour la loupe. Et c'est à moi de trouver ma fiche. J'ai voulu faire le malin. Ma chère Alix, focus aujourd'hui sur Monsieur Prof, pas Monsieur Prof, Monsieur Prof, enseignant d'anglais, qui fait sensation sur les réseaux sociaux et qui a récemment publié Let's Speak English, baby. Chez Larousse. C'est chez Larousse.
Et oui, il y présente une méthode d'apprentissage pour améliorer son anglais. Cette méthode est destinée à ceux qui cherchent leurs mots ou manquent d'expressions pratiques à utiliser au quotidien. Et pour ce faire, il s'inspire de sa propre expérience avec l'apprentissage du français. Monsieur Prof enseigne dans un collège privé à Toulouse et partage quotidiennement son expérience sur les réseaux sociaux. Jamais sans son costume, il prône pourtant une approche simple et décontractée et tâche de sortir des méthodes très théoriques à la française. Il met notamment l'accent sur les subtilités de la langue anglaise. I am 11 years old. I live in Toulouse. My favorite color is blue. Good. I don't like mathematics. Maths? Math. Okay, same for me. Guys, favorite, 2 syllabes. Favorite. Favorite. I'm 11 Years old. years old. I live in Toulouse. My favorite color is green. Favorite. I am 12 years old. Good. I live in Toulouse. Fantastic. My favorite sport is volleyball. Okay. I don't like Olympique de Marseille. Okay. Are there any Marseille fans in here? I live in Toulouse. Mm-hmm. My favorite team is Stade Toulousain. Oh, c'est ce que je voulais dire. Okay. I don't like La Rochelle team. Wow. The best today, plus une participation. Voilà. Aussi simple que ça. Thank you very much. Et si ce livre fait parler de lui, c'est aussi et surtout parce que Monsieur Prof compte près de 2 millions d'abonnés cumulés sur les réseaux sociaux. Ses vidéos éducatives empreintes d'un humour british s'adressent à tous les niveaux. Selon ses dires, on peut commencer à 10 ans comme à 80 ans. Mohamedou, l'enseignement en France plutôt, vous le trouvez trop théorique ? Par rapport à notre formation ? Oui, de manière générale, la façon dont on enseigne, est-ce que c'est, y a pas assez on dit souvent qu'il n'y a pas assez d'oral, qu'il n'y a pas assez de place pour autre chose, quoi, que c'est assez vertical. Alors ça dépend, je crois, du niveau auquel on se situe, parce que en élémentaire et au collège, par exemple, ce serait différent. Et je ne vais pas prendre la parole pour mes collègues du secondaire. En élémentaire, en tout cas, c'est différent aussi parce que certains enseignants, c'est vrai, sont dans cet enseignement assez frontal, assez vertical, où voilà, même dans la disposition des tables, on va voir que ça ressemble un peu au collège, c'est-à-dire que l'enseignant est là avec son estrade et puis il est face aux élèves, toutes les tables sont alignées, mais en même temps, beaucoup d'enseignants se permettent aussi de faire fonctionner les élèves de manière différente, parce qu'on peut faire en sorte plutôt que les élèves soient en petits groupes. Voilà. Même aménager l'espace pour qu'il y ait des petites tablées, en fait, que ce soit des groupes de niveau pour certaines matières, faire en sorte que ce soit un peu dynamique, en fait, que les élèves aussi puissent se déplacer. Donc il n'y a pas de vérité absolue sur ça. Ça dépend des moments et ça dépend de l'enseignement qu'on a envie de mettre en place et de la manière dont on a envie de le mettre en place. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a ce qu'on appelle la liberté pédagogique, c'est-à-dire la liberté de mettre en place les enseignements comme nous on le souhaite. Donc ça dépend de la manière, en fait, dont on voit notre métier. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de vérité absolue par rapport à ça. Est-ce que c'est tout le temps comme ça, vertical ? Non. Et comment on trouve le bon équilibre entre la pédagogie, la transmission et le lien humain avec l'élève ? Ça dépend beaucoup, je crois, de qui on est. On enseigne un tout petit peu de la personne qu'on est, en fait, en réalité aussi. Et certaines personnes qui, je sais pas, vont être dynamiques, vont essayer de retranscrire ce dynamisme dans leur manière d'enseigner. Est-ce que ça fonctionne tout le temps ? Il faudrait demander aux élèves, parce que j'imagine que pour les enfants, c'est pas non plus évident. Parfois, ils aiment bien avoir des moments d'enseignement au calme. Parfois, ils aiment bien aussi, par rapport à la matière enseignée, peut-être au moment de la journée, avoir une matière qui soit enseignée de manière un peu plus dynamique. Donc, on enseigne un peu comme on est, et encore une fois, sur ça, il n'y a pas de vérité absolue, je crois. Mohamedou le prof, je rappelle votre ouvrage. Mais je dis ça comme si l'émission était terminée. Ne vous inquiétez pas, on parle encore avec Mohamedou, effectivement. Je dis un petit peu la présentation. C'est l'histoire de celui qui se demande pourquoi il faut bien parler français. C'est l'histoire d'un ou d'une élève qui dit à un autre « tu as la couleur du caca ». C'est l'histoire de 2 vieilles dames dans le métro. C'est l'histoire d'un prof noir pris pour un chauffeur VTC. C'est l'histoire d'une élève handicapable en basket fauteuil. C'est l'histoire d'un enfant qui dit que son papa est raciste. Vous nous avez dit tout à l'heure que parfois on sèche face aux questions brutes de décoffrage, si je puis dire, en tout cas très spontanées de certains élèves. On répond comment à la question du caca ?
Pour moi, on y répond en disant la vérité. C'est-à-dire que, en réalité, on a tous la couleur Parce du que caca. parce que moi, je serais encore une capable fois, de répondre. non, je serais pas capable de Et répondre. oui, et encore moins quand ça vient comme ça. Eh ben, en réalité, lorsqu'on fait des petites recherches, on se rend compte qu'on pourrait demander chacun à un autre médecin. Il existe plein de caca de couleurs différentes. Ouais. Et le caca marron, c'est juste le caca normal. Ouais. Il existe des cacas blancs. Voilà. Alors il faudrait demander au médecin ce que ça veut dire. Ouais. Ce serait peut-être pas super chouette comme nouvelle. Non, mais en réalité, je pense pas, non. elle est là, la vérité. Ouais, C'est ouais. de dire, moi, tu me compares à du caca parce que c'est le seul caca que tu as vu. Mais une fois que tu es au courant qu'il existe des cacas qui te ressemblent aussi, peut-être que tu n'as plus envie de me le dire. Parce que je peux te dire exactement la même chose. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait en fait de cette information? On n'en fait plus rien. Et donc on la met sur Et du coup, ça rigole pendant l'explication, ça devient sérieux tout d'un coup. Ça devient sérieux tout d'un coup. Parce qu'au début, c'est rigolo pour, en tout cas, l'enfant qui l'a dit. Parce qu'il ne le dit pas... C'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a cette portée raciste du propos, mais il y a aussi le fait de l'observation. Tu as remarqué que deux choses avaient à peu près des couleurs similaires et t'en dit quelque chose. Le propos n'est absolument pas gentil, on est d'accord, parce que personne dans l'absolu, je crois, même s'il y a un âge où on est très porté sur le caca, personne dans l'absolu n'adore ça comme ça. Donc lorsque le propos est dit, c'est quelque chose qui n'est pas gentil. Maintenant, lorsqu'on est capable, encore une fois, de prouver que tout le monde est concerné, eh bien, ça remet les choses à plat, en fait. Ça remet les choses à plat et on a juste plus envie de le dire parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément marrant. Est-ce que je remarquerais dans un espace où tout est uniforme, eh bien en fait on ne s'arrête pas sur ces choses-là parce qu'il n'y a pas de différence à marquer en fait. Dans un monde où tout le monde est noir, on ne s'arrête pas à notre couleur de peau. Dans un monde, dans un espace où tout le monde est blanc, on ne s'arrête pas à notre couleur de peau. On s'y arrête parce qu'on a vu une différence et là d'un coup on l'interprète et c'est ça qui parfois ne va pas. Mais si on se rend compte qu'on est tous concernés par la même chose, on s'arrête de la remarquer parce qu'elle est plus remarquable en fait. Voilà. Et donc il est là mon propos, c'est de dire la science a déjà répondu à ça en fait. Dans quelle mesure votre métier est de plus en plus solitaire? Parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, il y a cette bonhomie, cette joie de vivre, cette joie de partager, d'enseigner, d'éduquer. Mais on sait et on le sent, et puis on a aussi beaucoup de profs sur ce plateau, que parfois les profs se sentent de plus en plus seuls. Absolument. Je crois que... Alors, est-ce que c'est une tendance qui s'accélère? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, et c'est paradoxal parce qu'en fait, la solitude est une des raisons pour lesquelles souvent on choisit ce métier. En se disant, dans l'immédiat, je n'ai pas mon chef, mon boss qui travaille à côté de moi. Il est là, mais il est dans des bureaux. Nous, nos supérieurs, l'inspection n'est pas immédiatement sur notre lieu de travail. Et puis des fois, il n'y a pas de ministre, donc c'est encore autre chose. Mais... C'est une autre question. Voilà. Mais en tout cas... ou alors ils sont là, ils ne restent pas longtemps. Bon voilà, c'est ça aussi. Voilà. On verra bien, on lui souhaite beaucoup de courage. Hein. Bonne route, bien sûr. En tout cas, oui, il y a ce paradoxe-là, mais comment dire? C'est un métier qui est de plus en plus seul, peut-être, parce que on a l'impression qu'il existe de plus en plus de moyens de faire en sorte que les gens se rapprochent en fait. Les réseaux sociaux sont une manière de répondre à ça. Et c'est peut-être aussi la raison, parce qu'en introduction, vous disiez qu'il y avait de plus en plus de profs qui étaient sur les réseaux. On a vu monsieur prof aussi, que je salue. Ouais. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles certains enseignants se tournent vers les réseaux sociaux pour continuer à partager en fait, parce qu'il existe ces moyens-là. C'est complémentaire la démarche d'enseignant au final. En tout cas, c'est pas antinomique pour moi. Voilà, à partir du moment où c'est bien fait, entre guillemets. Moi, par exemple, j'essaye de mettre de la distance, c'est-à-dire que je parle de situations qui sont scolaires, de situations extrascolaires aussi, mais qui, je crois, nous parlent tous, mais je suis pas dans une démarche où j'essaye de me mettre en avant. Les situations que je raconte, je crois, parlent à beaucoup de monde, tout simplement parce que beaucoup de monde les traverse. Mais je suis pas en train de parler de Mouamadou spécifiquement, parce que ça n'est pas vraiment pertinent. Et en tout cas, pour répondre à votre question, eh bien, je pense que oui, peut-être que le métier nous paraît de plus en plus solitaire, mais il existe des moyens d'aller contre ça. Et les réseaux sociaux sont un moyen. Au sein des écoles, il existe aussi d'autres moyens. On peut mettre en place des groupes de discussion, des échanges plus ou moins informels. Et on peut écrire des livres aussi. Et on peut écrire des livres pour partager, c'est sûr. Qui sont très instructifs et très drôles. C'est possible. Mouamadou, professeur des écoles, créateur du compte Instagram et TikTok Balance pour la Balance. Un grand merci. Auteur de Mouamadou, le prof, 50 histoires vécues. Je le rappelle, et vous le voyez, c'est à l'image. Chez Hachette, un grand merci à vous. Avec plaisir, merci d'avoir reçu. Bien d'avoir des profs en cette rentrée, ma chère Alix. On se retrouve demain. J'aimerais vous parler pendant quelques secondes. J'aimerais surtout terminer cette émission avec une pensée. Une pensée très émue pour un ami, Mohamed Ridi. Mohamed qui nous a malheureusement quittés. C'était il y a quelques jours. Il avait tout juste 31 ans. C'était un grand passionné d'histoire, un grand passionné de faits, un grand passionné de géopolitique, toujours très souriant, toujours positif, avec ses proches qui se souviendront à tout jamais
de sa disponibilité, de son sourire, de sa générosité, de son rire surtout qui était très communicatif, rire que l'on a eu la chance d'entendre sur ce plateau puisqu'il avait eu la gentillesse de venir nous parler d'éducation notamment en Tunisie. C'était il y a quelques mois. On pense bien sûr bien fort à sa maman, à ses sœurs, à sa famille, à ses amis, à ses proches. Je pense tout particulièrement bien évidemment à Aude et à Eric que j'embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente journée. Le MAG vous a été